Aujourd'hui, je vais vous apporter un partage, une libre antenne entre vous et vous. Un petit peu moins, mais l'intérêt, c'est que vous puissiez tous échanger entre vous. Ce qui est important, c'est de savoir que ce que je vais vous apporter, c'est pas comment recruter de façon idéale le candidat idéal. Ça ne m'intéresse pas et j'ai pas envie de voir ça avec vous ce soir. Ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est un retour d'expérience. C'est mon expertise dans le milieu du recrutement pour échanger justement avec vos pratiques de recrutement. Pour les recruteurs, pour les candidats qui sont là, bienvenue de l'autre côté du théâtre. Ce qu'on va voir ensemble, c'est pas dans le cœur de sujet comment s'habiller, parler, blablabla. On va vraiment vous montrer aussi côté recruteur comment ça se passe. Parce que je pense que ce qui est très important aussi côté candidat, c'est que parfois on ne se rend pas compte que le recrutement c'est vraiment un métier à part entière. C'est une expertise, c'est une manière de ressentir, de faire coïncider des attentes d'une direction avec des exigences, parfois les vôtres, souvent les vôtres. Et pour ça, le thème que j'ai choisi, c'était pas de traverser la rue pour trouver un emploi, je vous rassure, c'était tout simplement de savoir si, entre le recruteur et le recruté, on était dans le meeting ou le matching. Alors je vais casser cet anglicisme pour vous expliquer la finalité de ce que je veux voir avec vous ce soir. Meeting, c'est tout simplement cette rencontre, mais qui ira pas plus loin. Voilà, j'ai fait mon entretien, je suis arrivé au stade de l'entretien avec le candidat, la candidate. Je vais essayer de bien faire attention aussi à l'utilisation des féminins. Est-ce que j'ai bien fait attention dans la façon dont j'accueille le candidat, la candidate, dont l'entretien s'est passé, dont je gère le suivi de retour, et derrière, comment je recrute? Comment je recrute? En fait, on va se baser sur le temps de l'entretien pour voir en fait qu'est-ce qui découle de tout ça. Voilà, donc je voudrais remercier aussi l'association Afterwork RH qui me permet bien évidemment d'intervenir pour vous ce soir. Bienvenue dans la jungle du recrutement. Bienvenue dans cette jungle urbaine. Bienvenue côté candidat et bienvenue à nous tous et toutes, recruteurs, recruteuses. On va voir les différentes strates que moi je vois dans la partie du recrutement. Dans ces différentes strates, on va commencer par une première bulle qui, en fait, part d'un constat simple, votre réalité de terrain. De votre petite fenêtre, dans vos petits bureaux de recruteurs, de RH, si je vous posais rapidement la question, sans faire de tour de table, vous prenez la parole comme vous voulez, recruter, finalement, le recrutement de votre point de vue, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on recrute? Alors, on recrute au quotidien. On recrute parce que, effectivement, de façon ponctuelle, on a un surplus d'activité et on a différentes formes de recrutement. On a le recrutement contractuel, CDI, qui correspond vraiment à « je veux bâtir sur le long terme ». On a l'intérim, qui peut répondre à plein de situations, plein de configurations, de scénarios. Donc sur la partie intérim, on va aussi recruter parce qu'on a des besoins ponctuels dans l'organisation, d'avoir des compétences, d'avoir des talents, et parce qu'on a des postes à pourvoir et qu'on a besoin parfois de certaines personnalités. Déjà, première question, sommes-nous les seuls à recruter dans une entreprise? Simple constat. Oui, non? Non. Je vous remercie, vous êtes encore avec moi. Non, mais c'est important de voir un peu la réactivité. Donc, non, on n'est pas les seuls à recruter. Donc, si on n'est pas les seuls, on va avoir d'autres équipes, d'autres départements, d'autres fonctions. On a plusieurs équipes. Direction, la com, la technique, les experts, les ressources humaines. On y reviendra. Comment est-ce que ces différentes équipes peuvent s'employer à employer? Comment est-ce qu'elles s'emploient à employer des gens avec nous? C'est pas capillotracté ce que je dis. Hein. Comment est-ce qu'on va utiliser, comment est-ce qu'elles s'intègrent, ces équipes, dans le process de recrutement? On a parlé des équipes, on a parlé de la qualité, on a parlé des équipes concernées. En quoi est-ce que les équipes concernées s'intéressent ou participent au processus de recrutement? Sur la validation de la partie technique, par exemple. Validation de partie technique. Quoi d'autre? Donner fiches de poste. Donner fiches de poste. Quoi d'autre? Définir le besoin. Définir le besoin. La création du process de recrutement. Création du process. Ça, c'est des exemples qu'au final, vous n'avez pas tous dit, mais qu'on connaît tous. On est d'accord? Donc, j'enfonce une porte ouverte. Oui, on ne recrute pas tout seul. On est d'accord. Et pour ça, il est intéressant de voir dans une construction d'équipe que le recrutement, finalement, côté recruteur, alors c'est la seule fois de la soirée où je vais être un peu dur avec la RH. Et après, j'arrête. J'arrête. En fait, à force d'avoir fait du recrutement, en tant que chargé de recrutement, responsable de recrutement,
je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vu qu'on n'est pas pleinement décisionnaires finaux et finales du recrutement, en fait, on tombe parfois, pas vous parce que vous êtes des gens bien, dans la frustration du recrutement. J'ai vu, malheureusement, dans les mauvais process gérés, des RH qui étaient frustrés du recrutement. C'est à ce faux que je suis méchant. Je m'explique. Un RH frustré, c'est quelqu'un qui va vouloir absolument prendre part au process, mais à un endroit où il ne fait pas partie de l'équipe concernée. Je vous donne l'exemple d'un RH, secteur informatique, qui va absolument vouloir faire une batterie de tests de personnalité, qui va vouloir absolument participer aux tests de codage pour vraiment voir comment ça se passe. Et en général, vu que c'est du chinois pour lui, il a du mal à suivre. En gros, le petit défaut dans lequel nous pouvons tomber, et dans lequel nous ne tomberons pas, c'est de vouloir absolument se dire que nous sommes surimportants dans le processus de recrutement. Donc dans le fait de se surinvestir, de se surimpliquer dans le process, parfois, on arrive à des instants où on peut passer à côté des vrais talents, des vraies compétences, des vrais profils qui auraient pu être mis en avant. Ce que je veux vous dire par là, c'est le premier, on va dire, premier appel à réflexion pour chacun d'entre nous, recruteurs, recruteuses, de surtout faire attention à rester à notre place. Mais rester à notre place nous appelle en fait à être force de proposition. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, dans la manière dont nous gérons les process de recrutement dans les entreprises, est-ce que nous allons voir la com pour demander peut-être un soutien dans le process? Tiens, j'aurais besoin de prise de référence parce qu'il me dit qu'il a travaillé à tel endroit, mais est-ce que tu pourrais vraiment vérifier si tel endroit ça correspond exactement à ce type d'entité? Est-ce que c'est vraiment de la grande entreprise ou est-ce qu'on est face à de la PME? Comment est-ce qu'on intègre les équipes? C'est pas d'aller voir forcément l'équipe de com pour googliser les candidats de façon mal intentionnée. Non, les équipes de com ne sont pas du tout mal intentionnées pour ça. C'est surtout d'aller voir la technique et de faire preuve de travail en équipe. Parce que j'ai aussi vu, d'un autre côté, la technique qui n'est pas tendre avec la partie recrutement. Je m'explique avec un exemple. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie. Dans l'industrie, sur la partie recrutement, on m'a demandé de recruter des tourneurs-fraiseurs. Le top du top. Dans les profils RH que je pouvais être amené à tester. J'ai beau m'intéresser à la fiche de poste, j'ai beau comprendre la technique qu'il y a derrière, j'avais toujours le responsable technique qui venait me voir en me disant dis donc, je l'ai mis sur la machine, il n'envoie pas du lourd. Hein. Je voudrais aussi qu'on puisse comprendre qu'en tant que recruteur côté RH, on n'a pas nécessairement toujours les infrastructures qui nous permettent de pousser les tests jusqu'à un certain stade. Donc je voudrais aussi vous dire ce soir que le candidat idéal, oublions certains théorèmes, mais surtout le candidat bio, qu'on emmène sous cellophane sans défaut, à la technique, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment donné où nous sommes des êtres limités. Mais être limité ne veut pas dire qu'on ne peut pas, voire qu'on ne doit pas travailler en équipe. Justement parce qu'on a autour de nous une batterie de compétences. Même si ces fonctions n'existent pas dans vos entreprises ou dans vos services. On a forcément des gens qui sont en charge de faire ces fonctions-là. C'est des gens qu'il faut savoir utiliser intelligemment. Et pour en revenir à notre charmante petite RH, que nous sommes toutes et que nous sommes tous d'une certaine manière, la complexité elle vient de là. Trouver le mouton à 5 pattes tout en le challengeant sans pour autant oublier de le séduire sur des perspectives de carrière chez nous face à la concurrence. Et je respire. Et je respire. Vous voyez les enjeux qui sont complexes dans l'idée de ne pas tomber dans le meeting, c'est qu'en fait c'est la première, et en fait c'est le cœur de mon message d'aujourd'hui, c'est en tant que RH, notre expertise liée au recrutement nous amène, nous demande, nous incite fortement à prendre de la distanciation. Du recul sur la situation, du recul sur le candidat, du recul sur les besoins, pour prendre le temps d'analyser tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui transite comme info, pour pouvoir être en mesure de dire est-ce que oui ou non, cette personne est la bonne personne. Est-ce que oui ou non, je suis face à la bonne personne, au bon profil, mais associé aussi à des compétences, à une personnalité qui va être en accord et en adéquation avec ce qu'attend ma direction. Ce que moi je cherche à faire quand je recrute,
c'est rapprocher les attentes avec des exigences. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les attentes, je les ai côté direction, je les ai côté entreprise. Les exigences, on va voir qu'elles sont aussi parfois côté candidat. Alors, en 2 minutes, ce qu'on va faire, je vais vous faire jouer un petit peu. On va se mettre en format job dating pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, on va se mettre en format configuration, petit jeu d'échange, recruteur, recruté. Recruteur, candidat, candidate. C'est simple, c'est discipliné, c'est toujours convivial, c'est très bien, on va surfer sur cette vague-là. Je vais demander à une des personnes, vous êtes tous par binôme, donc une des personnes par binôme va lever la main. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué pour lever la main, il suffit de tendre le bras vers le haut. On est sur un format assez simple. Voilà. Alors, bon, vous pouvez baisser les mains. Ceux qui ont levé les mains, vous allez jouer le rôle d'une recruteur-recruteuse. Les autres, vous allez jouer le rôle d'une candidat-candidate. C'est simple. Ce qu'on va faire, et j'ai pas été méchant, je vous rassure, parce que la partie méchante c'était avant. Ce qu'on va faire, c'est que le recruteur, la recruteuse va juste se présenter nom, prénom, et vous dire je vous reçois pour le recrutement de chargé de recrutement. On va partir sur un poste de chargé de recrutement. On va rester côté RH, d'accord ? Et vous, côté candidat, ce que je vais vous demander, et c'est là que ça va vous demander une énorme concentration, c'est juste, en fait, de vous présenter dans le temps qui vous reste. On va faire 2 minutes. Vous restez bien concentrés. Ce qui va se passer va être terrible. Je vais demander aux candidats et aux candidates de fermer les yeux. C'est bon, ramenez les seaux d'eau glacée ? Non, je rigole. Donc les candidats et les candidates, vous allez juste un court instant garder les yeux fermés. Vous avez bien les yeux fermés, très bien. Les recruteurs et les recruteuses, je vais vous demander une chose qui est très importante. Vous allez lever la main si vous estimez que la personne ferait l'affaire ou si vous auriez envie d'aller plus loin. Et oui, j'annule le principe de discrimination, vous ne pouvez pas le savoir. Ça reste entre nous. Donc, les recruteurs et les recruteuses, pendant que les candidats ont les yeux fermés, vous allez lever les mains si vous estimez que la personne mériterait d'être poussée plus loin dans l'entretien ou même dans le recrutement. Vous pouvez baisser les mains. Les candidats et les candidates, réouvrez les yeux. C'est un désastre. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ces informations-là en tête. Et voilà, si jamais, dans un courant de 3 à 4 semaines, on ne vous a pas donné de signe de vie, considérez que pas de nouvelles, tout simplement. Côté recruteur, voilà ce qui peut se passer. C'est premièrement le processus complet du recrutement et l'accueil. On est dans ce que l'on appelle de l'impalpable, de l'imprévisible, bref, de la relation humaine. L'entretien est une découverte, puisqu'on va sortir du format papier. Oh là, j'enfonce une porte ouverte, attention, il faut que j'arrête. On va vraiment s'intéresser à la personne. On va vraiment aller creuser en profondeur ce que l'on a envie de voir. Ce que l'on a envie de voir, c'est forcément par rapport aux attentes. Côté recruteur, je vais rester encore là-dessus, il y a ce que l'on appelle la notion d'accueil du candidat. Attention, le candidat, il est dans un rapport de convaincre, dans un rapport de jeu, dans un rapport d'improvisation et dans un rapport de séduction. Il ne faut pas qu'il y ait de fioritures, il ne faut pas qu'il y ait de... il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Donc le candidat, lui, d'une certaine manière, il va être briefé, il va être dans son moment. Est-ce que nous, recruteurs, on est toujours dans notre moment ? Pour tous les candidats. Là, je n'enfonce pas une porte ouverte, je nous invite, toujours dans cette bienveillance, dans le partage qu'on a ensemble, à nous rappeler que nous sommes en charge d'un métier à part entière, donc d'une expertise à part entière. Donc c'est un appel à réflexion sur, vous savez, on nous a souvent dit côté candidat, après, le recruteur il n'était pas dans un bon jour, je peux rien faire. On dirait un sportif qui a échoué le marathon. Clairement, j'étais en contre-perf, mais j'y suis pour rien.
Est-ce que nous, recruteurs, on a laissé un maximum le terrain pour que le candidat puisse s'exprimer, pour que le candidat et la candidate puissent s'exprimer? Là, je vais vraiment rentrer dans quelque chose qui est même plus proche de mes valeurs, même, c'est de laisser la possibilité au candidat, à la candidate de s'exprimer. Pour ça, je base énormément de choses sur la notion d'accueil. Pour moi, un accueil de candidat, qu'il soit recruté ou pas, l'accueil d'une candidate, il doit être impeccable. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi de gérer l'accueil? Parce que parfois, dans les entreprises, et à notre place de recruteur-recruteuse, on peut être amené à rencontrer quelqu'un qui finalement ne va pas correspondre au poste à pourvoir, mais qui va faire preuve d'un tel talent, d'une telle compétence, d'une telle perso, qu'on va se dire, mais celui-là, celle-là, mais il faut qu'on l'ait ailleurs. J'ai trop vu dans la SS2I, parce que j'ai beaucoup travaillé en SS2I, donc les sociétés de conseil en services d'information, j'ai trop vu des recrutements à l'appel où on est passé à côté de bons candidats, de bons collaborateurs, de bonnes collaboratrices, parce qu'on n'avait pas eu l'ouverture d'esprit de se dire, mais pour tel autre poste ou pour tel autre secteur, elle aurait été formidable. C'est aussi à nous, dans cette expertise métier, de faire la part des choses. Tout est une question d'équilibre. Et là, on a un rôle qui est quand même fondamental. J'ai parlé de frustration tout à l'heure, mais là, je vais revenir sur notre expertise et sur notre responsabilité de recruteur-recruteuse. On a un rôle qui est fondamental. C'est que la partie qui emmènera le candidat, la candidate à franchir les étapes, en grande partie, on va y contribuer. Ça, c'est vrai. C'est nous qui allons être au plus proche aussi des managers, de la direction, parce qu'on est au plus proche du process. Donc forcément, s'il y a un moment donné où le manager revient vers nous en nous disant « je ne l'ai pas senti », c'est aussi à nous de pouvoir dire « mais moi, ce que j'ai vu sur l'entretien qu'on a eu, c'est telle qualité, que tu n'as peut-être pas vu effectivement parce que ça reste quand même quelqu'un d'assez timide. Donc moi, ce que je peux t'amener par rapport à ce que j'ai vu en entretien précédent, c'est ça. Et si tu as vraiment un doute, ce qu'on fait, on peut le recevoir, on peut la recevoir ensemble. Mais il faut qu'on adapte nos process. J'ai vu des candidats et des candidates qui arrivaient complètement essoufflés, parce que métro à la limite d'avoir été raté, je les pose, est-ce que vous voulez un verre d'eau, est-ce que vous voulez un café? J'ai pour habitude de dire qu'on n'est pas des bêtes, réellement. Donc prenons le temps aussi dans ressources humaines, là pour le coup, il y a aussi de l'humain, prenons le temps de gérer ce côté humain. Deuxième point, les outils employés et les réponses attendues. Et là, j'ai même pas besoin de développer parce qu'on l'a évoqué. Forcément, je peux avoir une batterie de tests, je peux avoir une batterie de plein d'outils, process, mais c'est pas parce que ça n'a pas été la réponse attendue que ça ne correspondra pas forcément. Toujours garder cette ouverture d'esprit. Un candidat peut ne pas répondre, c'est pas pour autant qu'il est pas bon, c'est pas pour autant qu'il est mauvais. Peut-être que nous, on peut avoir une vue plus panoramique sur ce qu'on pourrait lui proposer. Troisième point, c'est le retour et échange pour évaluer plus précisément. Dans les retours, il y a la prise de référence. Évidemment. Moi, je ne fais pas appel à ces retours-là, quand je vous dis ça. Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que j'appelle toujours mon candidat, ma candidate vue en entretien, 2 jours après. Et je lui demande juste, comment est-ce que vous êtes senti en entretien? Juste pour avoir un retour. Ça me permettra aussi de voir comment est-ce que où elle était disposée. Là, je suis vraiment désolé parce que j'ai vraiment eu un gros problème familial ou un gros problème de santé, donc j'ai été un petit peu ailleurs pendant l'entretien. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça va me permettre aussi de réajuster. Je ne dis pas rectifier, puisque, en fait, là non plus, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait de faire des retours comme ça à vos candidats et candidates. Je le fais avec tous les candidats et candidates vus. Il n'y a pas d'inégalité des chances. Je le fais avec tout le monde. Alors oui, ça prend plus de temps. Mais moi, je veux qu'il y ait un matching. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait une réelle rencontre qui ira plus loin, qui s'opère. Alors, les barrières. Il n'y en a qu'une seule que je voudrais évoquer avec vous ce soir. C'est le syndrome du prince charmant. Je vais aller vite sur cette partie-là. Le syndrome du prince charmant, on l'a tous au moins vécu une fois. Si c'est pas dans le recrutement, peut-être il faut que j'arrête avec la relation amoureuse. Côté candidat, il faut tout donner. Je veux ce poste, donc je donnerai tout. Même s'il faut, non, mais je maîtrise, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pas me tester sur le tourneur fraiseur, je maîtrise, il n'y a pas de problème. Donc je vais me vendre, je vais me survendre, je vais séduire, je ferai des heures sup s'il faut. Oui, non, mais mes enfants, je les allaiterai au boulot s'il faut. C'est pas grave.
Ma vie pour l'entreprise, l'entreprise est ma vie. Vous voyez ce que Prince Charmant, attention. Côté recruteur et direction, je les associe tous les deux par rapport au contexte du marché. Attention au syndrome du Prince Charmant, qui peut apparaître sur un élément qu'on voit souvent à Limoges. Mais tu comprends, on n'en a pas 400 hein, des comme lui qui viennent, donc essaye de faire en sorte que ce soit le bon ou la bonne, tu vois ce que je veux dire je te demande pas de me le mettre sous cellophane, mais s'il peut avoir au moins le label, je sais pas moi, commerce équitable, c'est fait dans le coin, quoi. Enfin, voilà, essaye de... Pas bio, mais un peu pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà d'entrée la pression parce qu'on n'a pas la quantité nécessaire, ou en tout cas, on n'a pas la manne de personnes nécessaires qui sont présentes sur le marché. Attention au syndrome du recrutement, du Prince Charmant. Le syndrome du Prince Charmant dans le recrutement, c'est aussi pouvoir échanger avec la direction en disant il vaut mieux qu'on passe à côté de quelqu'un qui n'aurait pas fait l'affaire et plus se concentrer sur le long terme à recruter la bonne personne. Alors je sais, c'est pas facile parce qu'on a des directions qui nous mettent la pression, je sais, mais on a aussi cette responsabilité-là. Ah, bienvenue dans un monde où on n'est pas chez les bisounours. Et un tiers parfois, la technique. Non mais c'est bon, il fait l'affaire, ça va, c'est bon, je l'ai testé sur le tourneur fraiseur, je sais pas ce que j'ai avec les tourneurs fraiseurs, je l'ai testé sur le tourneur fraiseur, ça va, ça passe. Ouais, mais sur sa référence précédente, j'ai son employeur qui m'a dit qu'il avait frappé une collègue. Alors c'est comme tu veux, hein, mais moi je prends pas la responsabilité. Il y a des petites choses aussi comme ça qu'il faut qu'on soit en mesure de rappeler. Syndrome du Prince Charmant, attention. Et jusqu'à quand on peut recruter? Petite timeline qu'on va pouvoir retrouver généralement, je ne dis pas que c'est comme ça chez vous. Voilà ce que moi, je liste généralement sur un process de recrutement, comme différentes étapes qu'on peut être amené à retrouver dans un process de recrutement. Et c'est là où ça nous demande aussi de la réflexion pour que, durant toute cette timeline, on soit concentré sur le matching et pas sur la simple rencontre, pas sur le simple meeting. Sourcing, je vais chercher les candidats sur les sites d'emploi, sur les réseaux, je les chasse, je les traque, non, je les harcèle pas. Mais je m'en fous, quoi. Je fais le tri et la sélection, on est d'accord, je récupère les machins. Ah, c'est les bons, ceux-là, non, ceux-là, la pile des bio, la pile des commerces équitables, la pile des moins bio, la pile des... Non, carrément pas. Entretien téléphonique, en général, oui, on peut, ou Skype, ça dépend si la candidate est loin. Prise de référence, oui, je peux être amené à prendre des références, mais j'en avertis toujours la personne. Est-ce que vous m'autoriseriez à prendre contact avec? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en France, quand c'est arrivé sur le terrain, on va dire la généralisation des prises de ref, j'ai eu l'impression qu'on avait vécu une deuxième bombe humaine. Moi, j'ai travaillé dans le recrutement côté allemand, site industriel en Allemagne, à Düsseldorf. Ce qu'on appelle un dossier de candidature, en Allemagne, c'est CV, lettre de motivation, lettre de recommandation d'un tiers professionnel avec qui on a travaillé, ou de l'université si on sort des études, diplôme. Ça nous aurait évité à Limoges d'avoir un directeur d'aéroport qui n'avait pas les diplômes. Je ferme la parenthèse. Et diplôme complémentaire, s'il y a effectivement des certifications, des diplômes. Et tout ça, ça correspond à ce qu'on appelle un dossier de candidature en Allemagne. Demandons ça en France. Moi, il y a des boîtes où j'ai travaillé où, au final... Oui, il y en a qui le font. Je mets pas tout le monde dans le même panier, encore une fois, qu'on soit bien d'accord sur ce que je dis ce soir. Mais j'ai vu des entreprises où j'ai passé toute ma durée professionnelle sans jamais donner mon diplôme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et prenons quand même le temps de vérifier. Ça n'engage à rien. Je vous dis ça parce qu'en plus à Limoges, encore une fois, je vais tirer un gros trait pour bien vous montrer. C'est que diriger un aéroport, si on avait pris le temps de vérifier, moi je me suis même pas mis à la place du candidat qui a été recruté. Génie de la tchatch. Génie, un talent, une perso, dingue. Moi je me suis mis à la place de l'équipe recrutement. C'est surtout par rapport à ça que je vous dis ça. Les entretiens. Appréciation qui vous est laissée, mais dans laquelle il faut aussi qu'on ne soit pas trop dans l'émotif et dans la surenchère empathique. Et on n'est pas là non plus pour les foudroyer, pour les dézinguer. On n'est pas là pour faire du zèle qui ne nous appartient pas. On n'est pas là pour faire copain-copine. L'optique, c'est d'arriver à la fin de ce timeline.
Signature. Est-ce qu'on est là pour les signatures de contrat? Pas toujours. Est-ce qu'on pourrait être là pour les signatures de contrat? Peut-être. Là, je vous laisse la réponse. Je ne dirai pas des vérités absolues, je vous laisse la réponse. Pour l'accueil, est-ce qu'on est là la première journée du candidat qui a été recruté ou de la candidate? Nouveau collaborateur, nouvelle collaboratrice. Est-ce qu'on est là ce jour-là? Pas toujours. Est-ce qu'on devrait y être? Je vous laisse la réponse. Je vous laisse la réponse. Il y a autant de cas de figure que de situations qui... Je sais que vous aurez le bon sens de savoir si oui ou non vous pouvez ou vous devez être là. Et une fois qu'on a fait tout ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Je recommence. Dans cette timeline, qu'est-ce qui se passe? Merci. Suivi. Fidélisation. Merci. Mon retour d'expérience. Chacun fait comme il veut. Mon retour d'expérience, je fais un entretien avec chaque nouveau recruté d'1 heure à M1, M3 et M6. Je fais pas de pub pour une... Je fais toujours ces entretiens de suivi et de fidélisation d'une certaine manière. 1er mois, 3e mois, 6e mois. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir deux choses. Comment est-ce que la personne se sent à son poste? Est-ce qu'on a bien répondu à ses attentes? Deuxième chose, mais que je vais renvoyer en double, côté recruteur. Est-ce qu'on l'a bien intégrée? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'elle s'en aille? J'ai trop d'employeurs qui ont fait appel à moi pour me dire on n'arrive pas à les garder au-delà de la période d'essai. Qu'est-ce que vous faites comme suivi? Quoi, avec les suivis, on a fait une semaine d'intégration, c'est bon, on lui a filé sa clé USB, son t-shirt, ça va. C'est pas du suivi. C'est pas du suivi. Est-ce qu'on est capable aussi de remonter aux recruteurs les bons points? Dans ces suivis d'entretien, M1, M3, M6, j'ai vu que la personne s'épanouissait dans tel secteur. Vous voyez, vous l'avez mis sur la RH, mais j'ai vu que côté marque employeur, elle défonce. Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné peut-être un truc qu'on pourrait lui faire en plus sur le réseau relations école, sur la partie gestion des réseaux, le mettre peut-être en binôme avec la com, le marketing, où j'ai vu qu'effectivement, côté marque employeur, c'est pas forcément ce qui est le plus développé. Ça permet aussi d'afficher ce suivi-là. Côté candidat, ça va montrer que la RH s'implique. Vous voyez le côté un peu archaïque et caricatural de la RH qui est là pour nous dézinguer en entretien. Déjà, on perd en faisant ça, et on montre aussi qu'on s'implique. On s'implique. Dans le process du matching, on s'implique. Et côté recruteur, forcément, on lui donne les billes nécessaires pour comprendre s'il y a sonnette d'alarme à tirer ou si ça se passe bien, et comment est-ce que lui-même pourrait être force de proposition pour aller plus loin. Gestion des carrières, gestion des talents. On est sur d'autres thématiques, mais ça en fait partie. Plaisir de partager ce sujet avec vous. Et voilà, si vous avez envie qu'on continue à partager, lâchez-vous et puis n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Merci.